Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine quasiment de guerre sur le terrain en Ukraine et des marchés qui restent évidemment très attentifs à la situation. Difficile de voir une accalmie aujourd'hui, quand bien même les indices actions en Europe rebondissent, mais sur d'autres classes d'actifs, on voit quand même un stress toujours très très présent et des investisseurs qui sont peut-être en train de remettre en cause de manière fondamentale le ou les scénarios sur lesquels ils s'appuyaient pour investir à travers cette année 2022. Une chose qui ne semble pas changer à ce stade, c'est l'idée que la Réserve fédérale américaine montera ses taux le 16 mars prochain, sans doute de 25 points de base pour cette première hausse de taux qui est confirmée en ce moment même par Jérôme Powell, le patron de la Fed, auditionné comme tous les 6 mois devant la représentation américaine, en l'occurrence la commission des services financiers de la Chambre des représentants aujourd'hui, avant la commission bancaire du Sénat demain. Jérôme Powell qui estime que les conséquences de la guerre ukrainienne sur l'économie russe apporte un niveau d'incertitude très important, mais que face à ce régime d'inflation soutenue que connaît l'économie américaine, il y aura bien une première hausse de taux le 16 mars prochain. Les investisseurs estiment que la BCE ne sera pas dans cette même position pour sa réunion du 10 mars et le marché est en train d'effacer les hausses de taux en zone euro qui avaient commencé à être intégrées. On a ainsi une divergence majeure désormais entre les taux américains et les taux européens. On le voit sur les taux longs, le 10 ans américain tourne à 1,80% aujourd'hui, alors que le 10 ans allemand, lui, est revenu symboliquement en dessous de zéro. Et puis des divergences majeures également sur les taux plus courts encore. Les 2 ans allemands et américains atteignent un niveau de divergence qu'on n'avait plus vu depuis la crise pandémique de mars 2020. Voilà pour la situation en matière de politique monétaire face à la guerre ukrainienne. Et puis, je le disais, certains marchés ne sont pas loin de paniquer aujourd'hui. C'est le cas notamment des marchés de matières premières et plus spécifiquement encore du marché du pétrole, alors que la Russie ne trouve plus aucun acheteur pour son pétrole russe, le baril d'Oural, malgré plusieurs rounds d'enchères de la part des négociants en pétrole russe. Aucun acheteur occidental ne s'est présenté ces dernières heures pour acheter du pétrole russe, qui pourtant est vendu avec un discount de $20 au moins par rapport au pétrole Brent. Le Brent donc est évidemment un refuge de ce point de vue-là, et on voit les cours du Brent qui se sont envolés à plus de $110 le baril. Pour l'instant, il faut imaginer que les exportations et la production russe de pétrole pourraient baisser dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ce qui pourrait amener une situation de choc d'offres, choc pétrolier sur le marché physique de pétrole, et c'est un risque évidemment majeur dans un contexte inflationniste qu'on connaît, y compris pour la zone euro, la plus exposée sans doute à ce risque énergétique et ce risque économique. L'inflation en zone euro avoisine désormais les 6% sur un an selon la première estimation qui a été publiée ce matin pour le mois de février. Voilà pour les sujets du jour avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis nous poursuivrons sur les questions énergétiques dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Même s'il n'y a pas de solution miracle immédiate pour compenser l'absence potentielle du pétrole russe sur le marché, il y a évidemment des pistes de réflexion stratégique pour l'avenir, pour permettre notamment à l'Europe de réduire sa dépendance au gaz russe. Le biométhane est plus qu'une piste de réflexion aujourd'hui. C'est un investissement qui peut devenir effectivement majeur et qui pourrait permettre de désensibiliser beaucoup plus l'Europe au gaz russe. Nous en parlerons avec un spécialiste des questions énergétiques et de transition énergétique, Xavier Rognard, analyste chez Bryan Garnier, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. On notera le rebond des indices actions aujourd'hui. Difficile d'en tirer des enseignements définitifs pour parler d'accalmie notamment, mais il s'agit bien d'une séance de rebond pour les actions européennes. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Paris et les bourses européennes évoluent dans le vert. Wall Street, pour sa part, entame la séance en hausse, alors que l'audition du président de la Fed par une commission de la Chambre des représentants se tient cet après-midi. Dans ses remarques réalisées au préalable, ce dernier affirme qu'il s'attend toujours à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt ce mois-ci. Il reconnaît cependant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a brouillé les perspectives. On rappelle que la tendance reste très fragile et dépendante de chaque nouvelle information quant à l'Ukraine
Ukraine. Ce matin, l'armée russe annonçait s'être emparée de la ville portière ukrainienne de Kherson, située au sud du pays, près de la péninsule de Crimée, après des combats acharnés. À noter également qu'une délégation de négociateurs russes se dit prête à poursuivre des pourparlers avec des représentants de l'Ukraine. La flambée de près de 7% des cours du pétrole soutient les poids lourds européens du secteur comme Total Energy, Shell ou BP. Le sidérurgiste ArcelorMittal est en nette progression alors que les contrats futurs sur le minerai de fer ont dépassé les $150 la tonne, soit un gain d'environ 10% en 3 jours. L'OPEP+ s'est entendu sur un relèvement de sa production à 400 000 barils par jour à compter d'avril. On rappelle que le baril de Brent touchait 113,02 $ ce matin, un nouveau plus haut de 7 ans, et ce, malgré la décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie de puiser 60 millions de barils dans leur stock stratégique et de tenter d'enrayer ainsi la flambée des cours. L'impact économique de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie préoccupe toujours, d'autant que les prix du gaz naturel ont atteint un nouveau record à 194,71 € le mégawattheure à Amsterdam. Inquiétude confortée par l'envolée des prix à la consommation à un taux record de 5,8% sur un an en février dans la zone euro. Sur le plan des valeurs, enfin, la légère remontée des taux d'intérêt redonne un peu d'oxygène aux banques. BNP Paribas est en hausse, même chose pour Société Générale, ou la plus exposée à la Russie. Et puis les pressions de l'État français sur les entreprises présentes en Russie affectent Danone. Renault recule encore et porte sa chute à plus de 18% sur la semaine. Sur le plan macroéconomique, enfin, aux États-Unis, selon l'enquête réalisée par ADP, le secteur privé a créé 475 000 emplois dans le secteur non agricole en février, soit 100 000 de plus qu'anticipé par le marché. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché après quasiment une semaine de guerre en Ukraine. Virginie Robert est avec nous en plateau, présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Stanislas Bernard nous accompagne également ce soir. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Grégoire. Merci à vous d'être là également. Vous êtes le président de 21st Capital et Delphine Di Pizio-Tigé est en notre compagnie également ce soir. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général d'Indo-Suez Gestion. Question très ouverte et commentaire libre, j'allais dire, sur la situation qui implique des conséquences multidimensionnelles, de la géopolitique aux politiques monétaires. Si on reste sur les dimensions qu'on maîtrise à peu près dans une émission comme Smart Bourse, l'économie, les marchés, la finance, les politiques monétaires, est-ce que la guerre en Ukraine est en train de rebattre en profondeur les cartes de l'investissement pour 2022 et peut-être même au-delà? Delphine. Oui, probablement c'est le cas. Alors pour plusieurs... déjà, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il va y avoir plus d'inflation. Ça, c'est vraiment déjà la chose dont on est sûr depuis le départ. C'est que l'inflation qu'on pensait temporaire, elle va être plus forte et elle sera là plus longtemps. Plus forte que ce qu'on imaginait quand on disait déjà il y a 15 jours qu'elle serait plus forte que ce qu'on imaginait 15 jours avant et ainsi de suite. Exactement. Donc on peut imaginer que l'inflation en Europe, elle soit sur les niveaux de 5% cette année, ce qui n'était pas du tout les prévisions jusqu'à présent. Donc là, on est en train de quand même revoir le scénario et l'ensemble des économistes sont en train de revoir les scénarios, je dirais jour par jour et heure après heure, parce qu'il y a tellement d'évolutions que c'est déjà compliqué. Donc, et on n'a pas connu ce genre de situation avant. Donc je dirais, pour l'inflation, c'est sûr. Des répercussions sur la croissance, sur la zone euro, c'est sûr aussi. Philippe Lane, l'économiste en chef, a déjà communiqué là-dessus, qui révoyait la croissance européenne déjà de moins 0,4 à moins 0,5 points. Donc, ce qui est un premier calcul de coin de table. Voilà, il le dit lui-même. Voilà. Donc, et c'est exactement premier calcul. Donc probablement, avec grande certitude, la croissance européenne va être revue à la baisse et on va attendre de voir les développements. Maintenant, pour les impacts sur le marché, c'est très compliqué de savoir. Et il faut rester humble parce que, en général, dans des chocs géopolitiques, généralement, c'est des chocs qui sont assez rapides sur le marché et qui sont rapidement absorbés. Donc, en moyenne, c'est 10-20% de baisse du marché, puis après, c'est vite absorbé. Là, on est quand même dans une situation un petit peu particulière parce que ça touche la Russie et puis les conséquences
conséquences, les sanctions sont très importantes sur la Russie, ça l'isole fortement, et puis ça peut créer des perturbations, même si on veut éviter au maximum de le faire, ça crée des perturbations sur le prix de l'énergie, vous parliez du prix du pétrole, le prix du gaz, et qui sont en train de progresser de manière folle ces derniers jours, parce qu'on crée des perturbations évidemment sur ces marchés-là. Sur le marché, je dirais, ce qu'il faut attendre sur le marché, alors avant évidemment de revoir les scénarios, il faut attendre un tout petit peu que qu'on y voit un peu plus clair sur l'évolution aussi de ce conflit, qui probablement sera pas très rapide dans sa résolution, même si on l'espère. Donc on va voir comment ça se concrétise sur la partie macroéconomique. Pour le marché, je dirais par contre, là c'est toujours la même rhétorique. C'est-à-dire que le marché, et c'était un peu la première réaction la semaine dernière à partir de jeudi, c'est que, et jusqu'à lundi, c'est-à-dire que le marché se focalise toujours sur les aspects directs. Qu'est-ce qui touche directement le conflit touche directement quoi et quels actifs. Et c'est vraiment de manière, je dirais, chirurgicale que ces actifs sont... alors évidemment, toutes les entreprises qui ont des avoirs ont été impactées, etc. Les secteurs plus spécifiques, notamment les banques, ont été impactés. Et ensuite, je dirais là, on est en train de rentrer dans une deuxième phase, qui est une phase de... On calcule un peu les impacts collatéraux indirects de ce qui se passe. Et là, on rentre dans cette phase d'incertitude de marché. C'est pas forcément un risque, mais c'est une phase d'incertitude. Et cette phase d'incertitude, elle crée des grandes perturbations, de la volatilité, et c'est ce qu'on va... là, on rentre depuis hier dans cette phase-là, avec probablement des baisses qui ne sont pas finies sur le marché, parce que, évidemment, le conflit n'est pas fini, et qu'on n'a pas encore vu toutes les conséquences de cette crise. Ouais. Stanislas, vos commentaires, les premières analyses, qu'est-ce qui guide votre réflexion aujourd'hui en tant qu'investisseur, avec des horizons de temps qui peuvent être de court terme, mais aussi de moyen long terme? Alors nous, notre sentiment, c'est que les conséquences de cette crise sont graves et risquent d'être durables. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des impacts géopolitiques importants. Il y a eu un impact sur le plan géopolitique, c'est que ça pousse les pays comme la Finlande et la Suède à vouloir se rapprocher de l'OTAN, en tout cas à sortir peut-être d'un non-alignement. Il y a eu un sondage sur la Finlande où la majorité voudrait adhérer à l'OTAN, ce qui est incroyable, sachant que Poutine avait clairement dit qu'il y aura des sanctions énormes s'il y a un rapprochement entre la Finlande, la Suède et l'OTAN. Donc, par ailleurs, il y a la Chine et Taïwan. Et ce qui est inquiétant, c'est que finalement, en début d'année, on regardait quels sont les risques auxquels on est exposé en 2022. Et on regardait la probabilité et les risques évoqués par tous les économistes. On avait la pandémie, on avait Chine-Taïwan, on avait l'inflation, mais l'Ukraine n'apparaissait pas. Et c'est là que le risque est arrivé. Donc, il y a clairement un rapprochement entre la Chine et la Russie. Donc, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Il va y avoir des impacts énormes sur l'énergie, sur les matières premières. Donc tout ça fait qu'en fait l'incertitude est là probablement pour durer. Et le fait est que les valeurs refuges montent partout. Si vous regardez, on est à parité avec le franc suisse, ce qui est incroyable. Le yuan a pris 10%. L'or est probablement là pour rester durablement au-dessus des $1900. En euros, l'or est au plus haut historique. Le bitcoin flambe à nouveau parce que c'est peut-être le seul moyen pour les Russes de placer leur argent. Un échappatoire. Et ils choisissent les bitcoins qui sont indexés sur le dollar, comme par hasard. Donc tout ça nous incite, nous, plutôt à rester risk-off, sachant qu'on était plutôt couverts sur les marchés. Et je trouve que les marchés n'ont pas assez baissé pour justifier de se remettre risk-on. Mais je reconnais que quand on regarde les conflits passés armés, ils ont toujours eu un impact temporaire sur les marchés. Mais là, c'est peut-être différent. Oui. C'est peut-être plus profond. Oui. Et il y a aussi un point, c'est que est-ce qu'on peut imaginer que l'Ukraine soit partagée ? Et si elle est partagée, quid des sanctions ? Est-ce que ces sanctions vont durer aussi longtemps que la Russie sera partagée ou occupée. Et donc ça veut dire qu'il faut revoir l'impact sur les fondamentaux des entreprises, les valorisations. Donc tout ça nous laisse penser qu'il faut être prudent et bien mesurer le pour et le contre, et surtout peut-être avoir des couvertures dans les portefeuilles, de l'or, des couvertures sur des devises.
etc. Ouais, c'est un stress majeur. Ouais. Oui, mais... Non, je pense que c'est une crise grave. Ouais. Virginie, commentaire sur la situation. Qu'est-ce qui est important de regarder? À quoi on se raccroche? À quoi on fait attention? Comment on fait le tri dans une gestion active telle que vous la portez? D'abord, il y a une prise de conscience que le monde a changé et on a eu cette crise du Covid pendant 2 ans où sur les marchés, ça s'est traduit par des mouvements de momentum qui étaient assez généralistes, évidemment... qui était la résultante des politiques budgétaires massives. Des soutiens budgétaires et monétaires, évidemment. Donc là, je crois qu'on rentre donc, à moyen terme dans une nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'il y aura des poches de croissance, il y aura des poches de décroissance, et on a l'incertitude. Mais ce qui veut dire que, clairement, le marché de momentum, pour moi, ça devrait être beaucoup moins le cas pour cette année. Et quelque part, tant mieux, parce que ça redonne de la valeur aux gestionnaires, aux gérants que nous pouvons être. Ça, c'est très important. Moi, j'ai évidemment une dynamique un peu différente, puisqu'on est majoritairement sur les marchés nord-américains. Oui. Et que ce marché américain, la croissance du marché américain, elle est construite différemment. Il y a des critères qui sont différents, puisque vous le savez que les États-Unis sont moins dépendants que l'Europe aux matières premières, notamment de la Russie. Il y a le sujet, vous l'avez bien souligné, il y a une convergence d'intérêts de la Russie et de la Chine à long terme. Il ne faut quand même pas oublier que la Chine, c'est 20% de la population mondiale, c'est 4% des terres cultivables. À l'inverse, la Russie, c'est quand même le premier exportateur de blé et de gaz naturel, le deuxième de pétrole. Donc il y a tout ça. Il y a une dimension où là, il va falloir faire le tri. Voilà, il faut être dans le fondamental des sociétés, des sujets. Il faut arrêter de penser que la croissance, elle est là, elle est installée, tout va très bien, etc. Et à long terme, oui, c'est clair. Il y a un changement de paradigme. On n'est pas dans une société, on a connu ces décennies de paix, de recherche de paix, on va dire de satisfaction. On était plus dans cet univers de convergence, de mondialisation, avec des soucis bien sûr, mais enfin bon. Je pense qu'on est rentré dans une ère qui va être beaucoup plus compliquée, justement, avec ces guerres de matières premières. Ça ne vous a pas échappé qu'en plus, on est dans cette transition énergétique. Ce n'est pas pour rien que ces conflits arrivent aujourd'hui, alors que le pétrole, les matières premières, est beaucoup monté parce qu'il y a eu le Covid. Et j'allais dire qu'en général, une crise en entraîne une autre. C'est exactement ce qui se passe. Donc, à plus long terme, oui, il va falloir, il y a probablement des segments, des secteurs. On a ce sujet de l'inflation qui va être quand même le sujet majeur pour cette année, et notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont un autre sujet, ils n'arrivent pas à recruter. C'est toutes les sociétés ont du mal à recruter. Vous rentrez des États-Unis, vous avez rencontré bon nombre d'entreprises sur place, sur la côte Est. Donc voilà, et c'est une société de consommation. Et je peux vous dire que l'inflation, vous la sentez réellement, mais même en quelques mois. Donc c'est normal que Jérôme Powell aujourd'hui confirme qu'il y aura une première hausse de taux le 16 mars prochain. Voilà, après, il faut bien se dire que c'est pas parce qu'il va y avoir une hausse de taux que le prix du pétrole va baisser. Non. Alors c'est vrai que leur dépendance, les Américains, sont moins dépendants, évidemment, de l'augmentation du prix du pétrole, ou quelque part, ils sont moins dépendants de la production en dehors de leur production domestique. Donc ça leur fait effectivement un atout, c'est un atout majeur pour eux. Enfin bon, l'inflation, c'est pas automatique, c'est pas parce que vous allez augmenter les taux d'intérêt que ça va calmer tout de suite le jeu. Il y a plusieurs forces qui sont à l'œuvre, et donc ça va prendre du temps. Donc c'est un sujet. C'est un sujet. Il y aura une croissance qui va ralentir. Et il l'a dit, Powell, il a dit, les répercussions, on n'est pas immunisé. Le conflit ukrainien, on n'est pas immunisé effectivement. Les conséquences sont très incertaines. Les conséquences sont... Parce qu'on ne sait pas du tout ce que seront les conséquences des sanctions. Et combien de temps? Pour combien de temps ces sanctions? Et puis il y aura d'autres impacts aussi, parce que quand on voit qu'on a pu geler des réserves de banques centrales... elles sont réputées inviolables, intouchables.
C'est-à-dire qu'on est vraiment protégé par le droit international. On arrive à le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un Asiatique, un Chinois, vous mettez où votre argent? Donc ça va chambouler beaucoup de mécanismes qui étaient préconçus en tout cas. Et on risque d'avoir des mouvements de fonds. C'est-à-dire que même au niveau est-ce que les banques centrales vont garder leurs réserves en dollars si on parle de la Chine? C'est une vraie question. Hein. Donc tout ça, c'est... Et puis, il y a des risques cyber qui sont énormes. Hein. Je crois qu'on ne le dit pas assez, mais il y a un risque de riposte ou même, enfin c'est déjà le cas, mais le risque cyber, il concerne la planète entière. Et ça, les Américains sont, effectivement, les sociétés sont... Oui, ça remet je le dirais autrement, ça remet le thème de la sécurité un peu sur le devant de la scène. C'était un thème de marché pour des investisseurs, déjà aujourd'hui, défense, armement, sécurité au sens large. Là, ça devient un thème de plus en plus consensuel, j'ai l'impression. On pourra en reparler, Virginie, mais je voulais revenir là, effectivement, sur l'idée des banques centrales. Partant de la Fed qui confirme une première hausse de taux en mars, est-ce qu'il faut attendre désormais, Delphine, une grande divergence entre la stratégie de la Fed et la stratégie d'une banque comme celle de la zone euro, la Banque centrale européenne, qui est en première ligne face aux risques énergétiques et donc économiques? Une divergence, je ne pense pas. Un décalage, probablement. Parce que le succès, encore une fois, de la sortie aussi de la crise du Covid, le succès d'ailleurs dans la crise du Covid, c'était aussi le fait que les banques centrales soient coordonnées. Donc la sortie aussi du Covid, elle nécessite aussi une coordination. Donc il faut que les banques centrales continuent d'être coordonnées. Maintenant, forcément, aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, l'Europe, elle est impactée fortement sur sa croissance, puisque ça la touche particulièrement. Ouais. Donc c'est quoi? On met un mot dessus? Stagflation, récession, stagflation. Je pense qu'il y a un vrai... il y a un choc stagflationniste. Un choc d'inflation. Alors, on va voir si ça apporte une stagflation. Ça sera évidemment... on va voir en fonction du temps passé avec des prix des matières premières très élevés. Ça va être une chose. Mais clairement, cette divergence, ça se fait parce que... Enfin, divergence des économies parce que la croissance américaine va rester supérieure. Enfin, en tout cas... Alors que ce n'était pas le cas. Hein. La prévision cette année, c'est que... Enfin, certaines prévisions, en tout cas les nôtres, étaient que la croissance européenne serait supérieure à la croissance américaine. Ouais. Bon, probablement ça sera l'inverse. Ouais. Mais même si tout le monde est réajusté peut-être à la baisse. Et puis, la situation aux États-Unis, ils sont en plein emploi. Les chiffres sont... là, ils viennent de créer les chiffres de l'ADP d'aujourd'hui. 475 000 créations. 4 millions de créations d'emplois. On va voir demain pour le fin de payroll. Mais voilà. Donc, il y a quand même une situation de boom économique avec inflation aussi sur les salaires qu'il n'y a pas en Europe. Ouais. Et là, on peut agir. On peut ralentir un peu l'économie. Et là, c'est vrai que donc cette longueur d'avance, elle l'a Fed et elle a intérêt aussi de remonter les taux. Je pense aussi, au-delà de ça, elle n'a pas intérêt à changer sa rhétorique, la Fed, au-delà de la différence, parce que si elle commence à changer sa rhétorique... ça inquiéterait tout le monde? Ça pourrait inquiéter, parce que si du jour au lendemain, elle commence à dire finalement, je vais peut-être être un peu moins réceptive sur mes hausses de taux que prévu. À ce stade, ce sera un très mauvais signal, en plus du reste. Peut-être que c'est compliqué, et là, les marchés pourraient un peu paniquer. Ouais. Donc, elle a intérêt à garder sa ligne de conduite, en tout cas, tant que les chiffres sont bons aux États-Unis, qu'on n'est pas dans ce scénario alternatif. Ce n'est pas de toute façon notre scénario. On a un ralentissement qui va être observé, mais qui n'est pas un scénario récessif. Hein. Donc, après, la Banque centrale européenne, elle fera peut-être une hausse des taux cette année, à la fin d'année, ou sinon, ça sera l'année prochaine. Enfin, remettons-nous aussi dans le contexte de fin d'année dernière. C'était pas il y a si longtemps. Personne n'anticipait une hausse des taux en banque centrale, en Europe cette année, donc, en zone euro. Donc, bon, qu'elle le fasse cette année ou l'année prochaine, c'est pas tellement le problème. Donc c'est un décalage. Mais c'est pas une remise en cause de ce que la BCE cherche à faire, qui est quand même de normaliser de notre point de vue, non. Ses taux directeurs, ses taux de dépôt, etc. Stanislas, je veux bien qu'on revienne sur les sanctions, parce qu'effectivement, c'est un point majeur. La vitesse, l'ampleur, la sévérité, la profondeur des sanctions, l'unanimité des sanctions entre les États-Unis, l'Europe, même la Suisse sort de sa neutralité, même Monaco sort de sa neutralité, est sans précédent. Autrement dit, on partait quand même avec un souverain russe, une signature souveraine qui était une signature appréciée des investisseurs, parce que l'État russe a bon nombre d'excédents liés à la manne pétrolière, bien sûr, mais c'est un État au bilan sain. C'était un État au bilan sain. Malgré ça, en 48 heures, on a pu mettre
ce souverain, cette signature souveraine, en défaut ou au bord du défaut. En junk bond. Ou en junk bond. Ça, c'est quand même sans précédent, quand on parle d'un pays comme la Russie notamment, sans précédent dans l'histoire moderne. Et non, mais ma question, c'est de dire, est-ce que c'est un nouveau type de risque qu'il faut intégrer Alors, on est content de la réaction des Occidentaux. Je ne porte pas de jugement. On est content de cette réaction. Enfin, c'est peut-être ce qu'il fallait faire, sans doute. Et il y a des objectifs derrière, peut-être, pour l'après-Poutine, etc. Mais quand même, c'est un nouveau type de risque. Je crois que nous-mêmes, Européens et Américains, Occidentaux, on n'imaginait pas qu'on puisse être aussi rapide, unis et forts dans une réaction face à une agression et une guerre déclenchée par la Russie. Oui, tout à fait. En fait... je pense qu'effectivement, Poutine a dû clairement sous-estimer la réaction et cette unanimité derrière les sanctions en Europe. Ils ont frappé fort parce qu'ils ont vite compris que sinon, il n'y avait pas d'impact. Et ils n'ont pas hésité à recourir à l'arme du SWIFT, qui n'est pas pour autant, pour moi, une arme nucléaire, dans la mesure où la Russie a déjà un système interne. La Chine aussi, d'ailleurs. Et tant qu'il y a encore des banques russes qui ont accès au système SWIFT, ils peuvent passer par ces banques pour faire des transactions. Donc, c'est pas non plus... c'est très contraignant. Ça va surtout créer des problèmes à court terme d'ajustement pour pouvoir passer les transactions. Alors, certains disaient qu'ils pourraient passer les transactions par le Bitcoin, mais c'est pas possible, puisque comme c'est une blockchain, ça va être très facile de lister tous les intervenants dans la chaîne et donc ceux qui violent les sanctions. Mais en revanche, c'est un impact, c'est qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas si on va être sanctionné ou pas, on ne touche plus au pétrole russe. C'est ça que je disais. Il y a un phénomène d'autocensure. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'acheteurs occidentaux pour le pétrole russe. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai risque de voir les exportations baisser. C'est-à-dire que même si on peut acheter encore du pétrole russe, on se refuse à le faire. Mais l'impact de ces sanctions sur l'Europe, pour moi, il vient surtout de la hausse des prix des matières premières, parce que le pétrole est quand même passé de $70 à $110, 50%. C'est un choc de récession, ça. C'est un choc récessif. C'est pour ça que je ne suis pas certain que la Fed ira aussi loin que prévu dans son resserrement monétaire, parce qu'on a quand même une violente hausse du dollar. Donc ça, c'est un resserrement monétaire très fort. Ouais. Et on a effectivement l'impact de la hausse du prix du pétrole, qui n'est peut-être pas terminé, puisque certains parlent de $150, voire plus. Donc là, il y a un vrai risque de stagflation. Ouais. Le marché physique, pour l'instant, du pétrole n'est pas affecté. C'est vraiment les prix. Il n'y a pas d'acheteurs dans les transactions. Mais sur le marché physique, les exportations russes, elles sont toujours là, sur le gaz et sur le pétrole. On n'a pas encore vu de baisse de ce point de vue-là. Est-ce que l'euro sortira plus fort de cette crise demain en tant que devise politique ? Alors, je ne sais pas. En fait, si on regarde la BCE, elle n'a pas beaucoup le choix, parce qu'en fait, dans cette crise, elle ne va pas pouvoir être accommodante, ça c'est sûr, puisqu'on va avoir de l'inflation. Ouais. Et l'euro baisse, donc devient inflationniste. C'est inflationniste. Donc elle perdrait sa crédibilité, à mon avis, en baissant les taux. De toute façon, on ne peut pas tellement les baisser, non. davantage. Non, mais elle ne pourra pas apporter, enfin, toute chose égale, mais elle ne pourra pas apporter plus d'accommodation que ce qu'elle est en train de faire. Ça va être difficile. Alors, effectivement, elle peut quand même faire du quantitatif, comme les banques centrales l'ont fait. Ça, elle peut toujours le faire, si c'était nécessaire. Ce que j'observe hier, c'est que les marchés actions ont beaucoup corrigé, mais par exemple sur le crédit, moi, j'attendais à ce qu'il y ait des problèmes de liquidité sur le crédit. Le marché du crédit était haussier hier, malgré la forte baisse des actions. Et il n'y avait aucun problème de liquidité. Il n'y a pas de volume. Mais en tout cas, il n'y avait pas de problème de liquidité. C'est-à-dire qu'on pouvait vendre des titres... donc ça, c'est assez intéressant, parce que je n'ai pas l'impression qu'on ait des problèmes de liquidité. Ce n'est pas une crise de liquidité qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, les banques centrales seront probablement là pour... Il n'y a pas de panique, en fait. Pas de capitulation sur les matières premières. Il n'y a pas de panique. Voilà, sur le pétrole, mis à part, mais, ou les matières premières. Mais... Après, est-ce que les investisseurs, finalement, anticipent... je ne crois pas du tout que le marché anticipe un scénario de stagflation. Je ne pense pas. En revanche, nous, on est un peu plus inquiets, parce que quand on regarde l'impact sur les fondamentaux des entreprises, ce qui se passe en Russie, quand on voit Total, par exemple, Total fait 10 milliards de chiffre d'affaires en Russie. Si on leur demande d'arrêter de faire du business en Russie, c'est 5 milliards de résultats, Total. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de dividendes sur Total. Donc il y a quand même des impacts assez majeurs. À ce point-là ? C'est 5 milliards de résultats. Ils font 10 milliards de chiffre d'affaires aussi.
Donc, faut vraiment mesurer les conséquences. Non, mais ça veut dire que c'est des business cases qui peuvent changer comme ça du jour au lendemain. Oui, on est dans l'incertitude totale. Ça place la question de la sécurité au centre du jeu, enfin avec l'énergie, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on se connaît, Virginie. Ça fait longtemps que... Non, mais c'est vrai, ça fait longtemps que vous suivez et que vous et que vous investissez en tout cas dans ce secteur de la défense. Oui, je dis qu'il ne faut pas se l'interdire. C'est pas un sujet dont on parle généralement jusqu'à présent de manière très ouverte sur les plateaux de télé, dans les émissions boursières. Ça porte controverse, voilà. évidemment. Est-ce que c'est un thème d'investissement qui est en train de devenir beaucoup plus acceptable, voire nécessaire, essentiel dans le monde qui se dessine? Moi, je l'ai toujours pensé, mais là, je m'aperçois qu'effectivement, il y a certains opérateurs qui commencent à communiquer dans ce sens. On a la banque SEB en Suède et qui a annoncé que, d'ailleurs, certains de ces fonds qui étaient estampillés ESG, eh bien, c'était le moment de rentrer dans la défense, parce que dans la défense, il y a plein de choses. Il faut regarder ce qu'on est capable d'investir avec évidemment sa conviction et sa propre morale. Je crois que c'est très important. Il faut redonner, là, il faut arrêter d'avoir des normes. Il faut que chacun puisse apprécier sa morale, sa propre morale. Ce qui est sa morale responsable, on va dire. Bon. Pourquoi c'est responsable d'investir dans la défense parce selon que vous, d'abord, il y a Virginie des groupes qui... Alors, d'abord, la défense, comme son nom l'indique, c'est de la défense. Voilà. Pour moi, c'est une sorte d'assurance. Parce que j'ai toujours dit qu'avoir de la défense, des pays qui construisaient leur défense, eh bien, étaient des pays qui probablement seraient moins en guerre que d'autres, parce que c'est les faibles qu'on va attaquer. Donc, il y a là une espèce une équation qui est quand même assez importante. Ensuite, dans ce qu'on parle de défense, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment de l'armement, mais c'est aussi de la formation, c'est aussi de la cybersécurité, donc c'est énormément de choses. Et il faut bien se dire, c'est que quand on a un conflit qui arrive, évidemment qu'on a peur. Et quelque part, est-ce qu'on n'est pas rassuré aussi de savoir qu'on peut réagir et avoir cette espèce de défense? Il y a aussi une défense de caractère bouclier. Donc, pour moi, ça a toujours fait partie de cette diversification. Je ne revendique pas d'avoir des sociétés de défense industrielle pour avoir de la défense. Je pense que ça fait partie de nos vies, ça fait partie d'un schéma industriel d'un pays, et ça fait partie d'une stratégie à long terme. Et il faut regarder ce sujet en face. Et je pense, encore plus, je vais même plus loin, je pense que des sociétés qui investissent dans la défense ont un apport technologique qui est encouragé. Donc, c'est pas pour rien que, d'ailleurs, les grandes puissances qui sont dans la conquête spatiale sont aussi dans la défense. Donc, il ne faut pas se voiler la face, il faut regarder les choses correctement. Les sociétés américaines, d'ailleurs, certaines, enfin de plus en plus, se débarrassent des sujets de controverse. Donc ça veut dire quoi? Elles arrêtent certains types de produits, Absolument, certains types d'armements qui ne sont pas acceptables sur le plan de la morale, si vous voulez, ou de l'investissement responsable. Et d'ailleurs, elles se mettent alors de l'ESG. Elles se mettent en ordre de bataille pour être ESG compatibles. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, l'ESG, de toute façon, c'est environnement, social, gouvernance. Et elles ont des critères. Alors, c'est vrai que les sociétés, l'ESG à l'américaine, il peut y avoir des critères un peu différenciants. Mais bon, on a aussi des sociétés de défense en Europe. Vous n'avez qu'à regarder Saab, qui a pris 25% en quelques jours, qui s'est enfin réveillé. Bon. Donc, il faut, je veux dire, il faut faire la part des choses et être pragmatique. Et comprendre que oui, c'est comme une assurance. Et on n'a jamais dit Coca-Cola et Pepsi-Cola, faut bannir parce que... Et c'est un autre sujet. On l'a vu pendant le Covid, l'obésité est un vrai sujet. Oui. Et bien pour autant, la crise des opioïdes a commencé à éclater aux États-Unis. C'est une vraie crise. Alors, c'est pas un conflit armé, mais quelque part, c'est quand même des soucis très importants dans la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nos enfants et petits-enfants vivront demain. Donc oui, c'est un thème séculaire, je pense, qui sera là, et les budgets vont être revus à la hausse. Vous avez vu l'annonce de l'Allemagne. Oui, bien sûr. Et les budgets vont être revus à la hausse. Et les budgets, c'est pas juste de l'armement, c'est aussi de la formation, c'est des tas de choses. En fait, vous ne pouvez pas ne pas investir dans la défense quand vous voyez les budgets militaires. Le budget de la défense, je regardais dans le monde, c'est 1200 milliards.
États-Unis, 700 milliards. 770 milliards voilà. aux États-Unis. Et Chine. Russie, 60. Et Chine, 120. Donc On est il au-delà. y a un On est retard déjà par en rapport deçà aux de- États-Unis, Ouais. qui est énorme. Ouais. Et En d'où même notre temps, c'est dépendance. rassurant que les États-Unis aient Oui. un budget militaire aussi élevé. Et on revient sur ces sujets de dépendance militaire. Il faut bien voir qu'il y a des zones, Mais- des pays qui sont qui profitent de cette dépendance. Oui. Donc, moi, il je faut se constate réveiller. que Donc, c'était pas un secteur qu'on avait envie d'afficher dans ses positions d'investissement. Demain, c'est quelque chose qu'on mettra en avant avec un filtre ESG qui évoluera, etc. Mais ça deviendra central. Ouais. D'ailleurs, il y a un autre impact sur la Russie, c'est que le coût de cette guerre, il va être énorme pour la Russie. Parce que je regardais les chiffres, l'opération Barkhane. Oui. En 2020, je n'ai pas encore les chiffres 2021, mais c'était 1 milliard, je crois. Ouais. Ouais. Donc 3 millions par D'accord, jour. D'accord. 4 000 hommes. Oui, oui. Là, on a 200 000 hommes. ouais. C'est intéressant parce que l'énergie, la défense, qui émergent là comme des thèmes d'investissement séculaires, on n'en parlait pas il y a 18 mois de cette manière-là, en tout cas Delphine. À l'heure de l'ESG, où l'ESG n'est plus une option, mais un prérequis pour tous les investisseurs, ça rebat là aussi les cartes, j'imagine. Je suis pas convaincue par ça. En fait, Pas je pense convaincue ça- que quoi ça rebat les cartes. Ah. Je pense que c'est un accélérateur. Parce qu'en fait, on parlait pas de défense, mais on parlait de cybersécurité. Et c'est un thème que nous, on aime bien. Donc, on n'a pas investi dans la défense, mais la cybersécurité, on en investit. En plus, ça tombe bien parce que le marché avait baissé juste avant. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les énergies renouvelables. On ne parlait pas des énergies Oui. fossiles, parce que les énergies fossiles, ça fait déjà partie du passé. Alors bon, là, on a un choc qui quand même Qui oblige à qui faire va être à combler un temporaire. gap. Il y a un gap à combler. Mais au final, aujourd'hui, plus que jamais, encore une C'est fois, vrai. là, ça a baissé depuis juste avant depuis le début de l'année, juste avant l'attaque russe, de 15% à peu près aussi par les énergies renouvelables. Donc, disons que l'énergie et la défense, en cas de cybersécurité, on a toujours parlé, on a toujours eu en portefeuille. Là, il y a eu des points pour en rajouter, parce que il y a eu une accélération incroyable après des dévalorisations après la crise de 2020. C'est revenu, c'est le moment de racheter. Bon, là, c'est déjà commencé à bien remonter, hein. Mais on va être plutôt sur ces terrains-là. Surtout que on parle des annonces de l'Allemagne, mais ils ont annoncé aussi qu'ils allaient avancer la transition. Accéléré pour être transition 100% énergétique. renouvelable. 100% renouvelable. Au lieu de 2050, ça sera 2035. Enfin, ils vont essayer. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et on parlait de l'Europe, est-ce qu'elle va ressortir plus forte ? Oui. On a l'impression. Enfin, quand même, Tout se met en place pour que l'euro soit plus fort demain. Les premiers signaux, c'est que la vitesse de réaction de l'Europe, elle a été incroyable. On en parlait tout à l'heure hors antenne, mais elle a été incroyable. Internationale, oui, mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est l'Europe. Et l'Europe, elle est au devant de la scène. D'habitude, c'était quand même les États-Unis qui étaient au devant de la scène. Alors là, c'est vrai que ça touche l'Europe de près. Mais malgré tout, l'Europe s'est mise d'accord très rapidement pour ces sanctions-là. Elle a été proactive, très rapidement, en quelques jours, en quelques heures, ce qui est du jamais vu. Donc, et surtout, il y a un revirement de situation des Allemands sur cette question énergétique, et cette dépendance à la Russie qui était aussi montrée du doigt en Europe, de dire attention, on est quand même très dépendant de la Russie. Il a fallu avoir ce choc, hélas, mais malgré tout, ça converge vers le fait d'être indépendant énergétiquement. Bon, même si, a priori, ça devrait prendre 3 ans. Au minimum 3 ans pour qu'on soit indépendant énergétiquement de la Russie. Bon, de toute façon, là, on n'a pas le choix. Oui, c'est 40% de notre consommation de gaz mais bon, russe. voilà. Donc, le temps de renégocier avec le Qatar, avec l'Algérie, les États-Unis, évidemment. Est-ce que les principes européens qu'on a mis en place rapidement pour répondre à l'offensive et à l'agression russe contre l'Ukraine, est-ce que ça sert de schéma demain face à, je ne sais pas, un pays comme la Chine? Encore une fois, je reviens à cette idée-là, mais est-ce qu'on décrétera un jour que la Chine est allée trop loin, qu'elle a franchi des lignes rouges? Et on ne parle pas d'un pays ultra-démocratique d'ores et déjà aujourd'hui. Est-ce que le jour où la Chine ramassera Taïwan, puisque tous les géopolitologues nous disent que ce n'est pas quand, mais c'est comment, et quand plutôt que si, évidemment, c'est pas... Je veux dire, est-ce qu'on est en train de créer un précédent qui servira de schéma, de réflexion pour l'investisseur quand d'autres sujets interviendront avec un pays comme la Chine? Là aussi, je pense que c'est un accélérateur. Parce qu'on est dans cette transition, gérant d'actifs, d'intégrer des critères extra-financiers.
par la réglementation. Et les critères extra-financiers, il y a tous ces types de critères, de controverses qui rentrent en ligne de compte, que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit pour un État. On a ces questions-là en permanence, ces discussions avec les clients, ces discussions même entre nous. Donc on est en train de se faire cette doctrine et elle est en train de se renforcer sur tous les axes, que ce soit, alors on a beaucoup parlé des axes environnementaux, et évidemment de socio-gouvernance, mais au-delà de ça, des axes de controverse. Parce que la nouvelle réglementation SFDR aussi, ce qu'elle apporte, c'est l'union entre l'ESG et l'impact. Et l'impact, qui dit impact, qui dit aussi controverse. Donc de prendre en compte ces controverses, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, je dirais, c'est l'accélérateur de ça dans la gestion. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Déjà, on ne pouvait pas faire autrement, mais c'est encore plus un accélérateur aujourd'hui. Bon, pour terminer, sur les positions, les stratégies ou les tactiques en tant qu'investisseur aujourd'hui, donc on reste encore très protégé. On a l'idée qu'à un moment, il faudra revenir ou racheter le marché, comme on dit. Alors, très protégé, nous, on n'est pas forcément très protégé. On a réduit le risque, mais on n'est pas non plus à zéro. On pense qu'il y a toujours des opportunités. Chaque moment dans le marché et chaque endroit, il y a toujours un endroit où il y a des opportunités. Ça, c'est toujours intéressant. Donc là, pour être un peu plus protégé, entre guillemets, il vaut mieux se replier sur les actions américaines, parce que de toute façon, historiquement, c'est toujours ce qui tient mieux. Le renversement a été majeur. Depuis une semaine, on avait une surperformance européenne incroyable face aux US depuis quelques semaines. Et depuis une semaine, tout est reparti dans le... Donc on parlait d'opportunités, de renforcer justement cybersécurité, les énergies renouvelables, en plus qui venaient de petites corrections. Donc ça, c'est clairement intéressant. Et puis, de remonter des actifs de protection. Alors, on parlait de la duration. La duration, globalement, on n'avait pas trop d'obligations d'État. Nous, on a des obligations d'État, évidemment, européennes et puis américaines, mais aussi des États chinois. Et aussi des actifs refuges qui sont les devises, notamment du yen. Alors, il y a une question qui est en train de se poser, évidemment, et ce que vous disiez était très intéressant, parce que le fait de pouvoir confisquer les avoirs des banques centrales, geler, pas confisquer, mais geler l'accès des banques centrales à ces avoirs en euros, en dollars, ça c'était, et d'ailleurs ça montre quand même que c'est ça l'arme de dissuasion, plus que SWIFT. L'Europe a été très forte, parce que je pense que si quelque chose que n'avait pas anticipé la Russie, c'est qu'on gèle ces avoirs en euros. Ils ont quand même un tiers de leurs avoirs en euros. Ils ont quasiment plus de dollars, mais les euros, enfin quasiment plus, ils en ont moins, mais ils peuvent plus défendre le rouble. L'euro, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ça rebat les cartes sur aussi les valeurs refuges. Sur l'or, nous, on n'en a pas, parce qu'on pense aussi et ce qu'a montré aussi la crise de 2008, c'est quand la Russie est et a des gros problèmes financiers, elle vend ses stocks d'or à un moment donné. Ouais. Donc ça, pour se dédollariser, elle achète attention, à un moment donné, ça peut arriver, même s'il y a une demande d'or par ailleurs. Je comprends. Ça peut mettre de la pression sur les prix. Et puis évidemment des protections via des achats de protection ou autres. Ou autres dérivés. Stanislas, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas encore un screaming buy, vous êtes encore protégé aujourd'hui globalement. Alors ce qu'on fait par contre, c'est que on fait un peu comme on avait procédé en mars 2020, là, en pleine crise du Covid. Quelles sont les valeurs qui ont été le plus massacrées là, depuis cette correction? Et dans ces valeurs, celles qui ont des bons fondamentaux et qui vont résister un scénario celles qui ont été le plus massacrées, c'est celles qui sont exposées à la Russie? Pas toutes. Vous regardez par exemple BNP qui a baissé quasiment comme la Générale. C'est vrai. C'est assez incroyable. Donc non, pas du tout. Donc c'est pas un coup d'arrêt total pour le secteur bancaire, par exemple. Je sais que c'est un secteur que vous connaissez bien. Des valeurs qui ont perdu plus de 20%. Le CAC a perdu 10% depuis. Par mimétisme par rapport à leur secteur ou à des comparables. Exactement. Donc il y a des opportunités. Donc on est plutôt en train de chercher à sélectionner des belles valeurs. On a mis des points d'entrée sur des belles valeurs qui n'ont pas beaucoup corrigé encore à notre avis. L'Oréal, par exemple, n'a pas beaucoup corrigé. Mais ça, c'est une belle valeur à probablement acheter si la correction continue. Mais pour l'instant, on reste assez prudent. Un mot de ce qui guide votre stratégie là, en tant que stock picker On a peu bougé, puisque nous, on avait déjà bougé avant, en fait. Puisque nous, sur le marché américain, on a eu une lecture différente sur les 6 derniers mois, notamment sur les valeurs de croissance, et que nous avons un biais croissance. Donc, en fait, on avait déjà réorienté nos portefeuilles. Donc, on a peu bougé, et on a plutôt essayé de comprendre, de valider sur la lecture des résultats des sociétés. Si on est toujours dans notre bonne analyse, ça c'est extrêmement important, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on pense que c'est vraiment cette différenciation
qui va dominer en tous les cas sur le marché américain dans les mois à venir. Ouais. Moins un marché de flux, plus un marché de sélection, de dispersion. On a eu les retailers, par exemple, qui font... On a Nordstrom aujourd'hui qui a sorti très, très, très bons résultats. Et là, la crise ukrainienne n'a pas entre pas en jeu. Non, mais là, c'est vraiment du marché domestique. Ouais. Donc là, il n'y a pas de... C'est vraiment plus sur les sujets inflation, croissance domestique. Voilà, donc on est dans cette analyse. Merci à vous trois. Merci d'avoir partagé vos réflexions, vos analyses dans cette séquence de marché spéciale. Quasiment une semaine de guerre en Ukraine et des marchés qui restent évidemment sous stress géopolitique intense. Virginie Robert était avec nous, présidente de Constance Associés, Delphine Di Pizzo-Tigé, DG d'Indosuez Gestion, et Stanislas Bernard, le président de 21st Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Ce soir, le thème reste celui de l'énergie, mais on va essayer de regarder un petit peu à travers la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine et son impact immédiat sur les prix de l'énergie pour regarder un petit peu les énergies d'avenir et notamment le biométhane, qui est le thème ce soir, qui va être développé par Xavier Rognard, à mes côtés en plateau, analyste chez Bryan Garnier. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver. Oui, effectivement, on réfléchit. Alors, dans l'immédiat, compliqué de se désensibiliser totalement du gaz russe, on l'a bien compris, mais à l'avenir, effectivement, on ne veut plus dépendre du gaz russe, l'Europe ne voudra plus dépendre du gaz russe, et à ce titre-là, vous dites, il y a quelque chose derrière le biométhane qui est quand même très intéressant à creuser. C'est déjà un secteur où il y a des investissements. Il y en aura peut-être encore plus demain à l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'il faut savoir du biométhane ? Comment ça fonctionne ? Et qu'est-ce qu'on peut dire après, effectivement, de l'avenir et du poids que le biométhane pourrait représenter dans le mix énergétique demain en Europe ? Oui, très bien. Alors, déjà, le biométhane, c'est en fait exactement la même molécule que le gaz naturel. Donc, c'est méthane, biométhane, c'est pareil, c'est du CH4. Donc, on peut l'utiliser déjà tout de suite. L'infrastructure est prête. On peut réutiliser l'infrastructure gazière existante. Simplement, c'est du gaz qui est renouvelable, qui n'est pas issu de ressources fossiles. Alors, pour obtenir du biométhane, il y a plusieurs solutions. Il y a ce qu'on connaît déjà, qui est à petite échelle, mais déjà bien connu, qui est en fait ce qu'on appelle la digestion anaérobique. C'est-à-dire, par exemple, avec des déchets agricoles, on va avoir des bactéries qui vont digérer en fait ces déchets et produire ce qu'on appelle un biogaz. Donc le biogaz, c'est un mix de dioxyde de carbone et de méthane. Et ensuite, on va séparer ces gaz pour ne conserver que le biométhane et l'injecter dans le réseau de gaz. Donc ça, c'est une solution. Aujourd'hui, hein, comme je disais, c'est relativement faible. Mais il y a d'autres manières de produire ce biométhane. On va pouvoir le produire, par exemple, à partir du gaz de décharge. Aujourd'hui, quand on a, par exemple, le fond de votre pot de yaourt qui termine dans une décharge, tout ça, pareil, se décompose par action des bactéries, etc. Et on peut récupérer ce biogaz et en faire quelque chose d'utilisable, du biométhane qu'on va injecter dans le réseau. On peut aussi en faire à partir, par exemple, des boues des stations d'épuration. Aujourd'hui, le biométhane dans la consommation de gaz, c'est vraiment l'épaisseur du trait. C'est même pas 0,5% de la consommation de gaz. Mais demain, les ambitions sont très fortes. On parle à horizon de 2030 de 10-15% de biométhane dans le réseau de gaz. Donc ça commence à être un petit peu significatif. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Et il y a un modèle économique, vous l'avez dit, hein, le premier point clé, c'est qu'il n'y a pas besoin de nouvelles infrastructures. Contrairement à d'autres types d'énergie, on pense à l'électrique, où il y a toute la question de l'infrastructure à déployer. Là, vous dites, les infrastructures existantes permettent d'utiliser immédiatement ce biométhane. Oui, et exactement, on peut injecter tout de suite. Alors, on a beaucoup parlé, toujours dans le sujet gaz renouvelable, typiquement de l'hydrogène vert, etc. L'hydrogène vert, c'est aussi un gaz renouvelable, mais l'infrastructure n'est pas vraiment prête. Il faut adapter un petit peu le réseau pour injecter 100% d'hydrogène dans les tuyaux. Ça, on n'a pas ce sujet avec le biométhane. Et c'est pour ça qu'on voit des acteurs qui sont déjà présents dans le gaz naturel, on va dire conventionnel, s'intéresser à ce sujet. Typiquement, un acteur comme Engie regarde le sujet. On a vu plus récemment un partenariat avec Total et Veolia, justement pour développer le biométhane issu du gaz de décharge et des boues des stations d'épuration. On a vu également un Air Liquide se positionner sur le sujet, un Waga Energy
Oui. Vraiment spécialisée, vraiment pour le coup. Boîte française, hein, je le précise, Société parce qu'elle n'est française, peut-être pas encore très connue de Pas tous. très connue parce que, Ouais. alors déjà la société est jeune, l'introduction en bourse est récente, hein, à peine, même pas 6 mois, donc c'est récent, mais tout ça c'est en train de monter en puissance. On voit beaucoup d'acteurs se positionner sur le sujet. Typiquement sur l'introduction en bourse de Waga, on a vu traders de commodities, Vitol en l'occurrence, prendre une petite participation dans Waga Energy, justement parce que tous ces acteurs ont énormément d'appétit pour le biométhane. Aujourd'hui, vous produisez 1 mètre cube de biométhane, vous êtes sûr de trouver preneur. Ouais. Ça, il n'y a pas de sujet. Ouais. Donc, tout le monde a vraiment envie de se positionner sur le sujet. La dimension renouvelable là, est un critère fort pour celui qui veut acheter de la ressource naturelle aujourd'hui. Et exactement. Il y avait beaucoup d'appétit pour évidemment tout ce qui était naturel, renouvelable, etc. Et là, avec la crise ukrainienne, cet appétit n'a été que renforcé parce qu'on cherche justement à se désensibiliser des importations de gaz russe. Et l'avantage de ce biométhane, c'est qu'il est produit localement. Il est renouvelable. Donc il y a un vrai intérêt. Et tout ça, on avait une dynamique qui était déjà très forte sur le secteur, des croissances à 2 chiffres. Et tout ça, ça va nous faire qu'en fait amplifier le mouvement qu'on observait déjà. Est-ce qu'on peut passer, alors vous dites c'est quoi, 0,5, moins de 1% du mix aujourd'hui en Europe, est-ce qu'on peut aller très vite à 10-15% ? S'il n'y a pas de frein en termes d'infrastructure et autres, si c'est une question de déploiement d'investissement, est-ce qu'on peut aller vite ? Et quand vous citiez alors, les entreprises qui s'intéressent et qui montent des projets en partenariat sur le biométhane, de quoi on parle concrètement ? Parce que Total, Veolia, Air Liquide, oui, c'est des boîtes où il y a du cash disponible pour ce type d'investissement. Est-ce que c'est des enjeux stratégiques pour elles ? Est-ce que c'est placé au cœur de leur stratégie aujourd'hui ? Oui, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour eux. On voit déjà des gros projets qui émergent. Typiquement, Waga est en train de développer avec Veolia un projet alors qui n'est pas très loin d'ici, qui est en Seine-et-Marne, sur ce qui est la plus grande décharge d'Europe, qui est la décharge de la REP. On va traiter près de 3000 mètres cubeurs de gaz de décharge. Donc ça représente à peu près 120 gigawattheures par an. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les... Oui, bien sûr, mais donner un peu la mesure, effectivement, de ce que ça représente en puissance derrière, à peu près l'équivalent de la consommation de gaz de 20 000 foyers. D'accord. Donc on est quand même sur quelque chose qui est pas complètement anecdotique. Et ça, c'est simplement une décharge. Et des décharges, évidemment, il y en a, bien sûr, partout en France. Donc on peut vraiment faire quelque chose. C'est en train de se développer. Évidemment, il faut du cash. Et c'est pour ça que c'est important aussi de voir des sociétés comme Veolia, comme Engie, comme Total, des traders aussi de commodities comme Vitol, se positionner parce qu'eux ont les moyens effectivement d'injecter ce cash. C'est très intensif en capital. C'est intensif effectivement en capital. Il y a un effort à faire qui est quand même significatif au démarrage. Et ça peut être rentable assez vite ? C'est rentable effectivement très vite en fait. Après 2-3 ans tout de suite vous êtes rentable. Typiquement une société comme Waga, alors elle est petite aujourd'hui, mais elle est déjà rentable. Alors elle ne génère pas de cash parce qu'il y a cet effort pour déployer de nouvelles capacités, il y a un effort d'investissement, mais sinon là, il n'y a pas de sujet de rentabilité parce qu'aujourd'hui on trouve des débouchés assez facilement et à des prix intéressants. Est-ce que c'est un trend global, mondial ? Est-ce que c'est très européen ? Là, on cite des acteurs français en l'occurrence, mais est-ce que c'est un sujet beaucoup plus large que la France, voire que l'Europe ? Pour ainsi dire, est-ce que c'est aussi un sujet aux États-Unis, par exemple ? C'est aussi un sujet aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose de global. C'est une dynamique vraiment internationale. Et d'ailleurs, un acteur comme Waga vient d'aller aux États-Unis avec un projet en partenariat avec Air Liquide. Donc là, c'est le début de l'aventure, mais ça va dérouler. C'est vraiment tout le monde est concerné et tout le monde a vraiment à cœur de développer ce sujet. Bon. Et pour revenir sur les manières, alors je comprends les déchets, le gaz de décharge. Une manière de produire le biogaz, c'est aussi à partir de déchets agricoles, mais on parle bien de déchets agricoles. On a dépassé cette idée qu'il fallait peut-être truster ou préempter certaines terres agricoles qui auraient pu servir à nourrir des populations pour produire du gaz
à partir de, alors ce qui n'était pas forcément que des déchets agricoles. Ça, on est bien au-delà de ça aujourd'hui. On est bien au-delà, effectivement. L'idée, c'est pas d'empiéter, entre guillemets, sur... Il n'y a pas de confrontation entre deux objectifs de développement durable. Non, c'est vraiment de tirer des synergies. Au contraire, que les deux puissent bénéficier typiquement, sur une exploitation agricole, le résidu de la digestion anaérobique peut servir d'engrais ensuite pour les terres agricoles qui ensuite servent pour l'industrie alimentaire. Et on n'est pas du tout en train d'empiéter sur des terres arables qui sont en confrontation avec l'alimentation. Merci beaucoup Xavier, merci d'être venu nous éclairer sur ce qui est plus qu'une piste, c'est déjà un chemin d'avenir autour du gaz pour se désensibiliser en l'occurrence du gaz russe, mais surtout pour produire de manière plus renouvelable des sources d'énergie demain. Le biométhane a de l'avenir. Xavier Rognard qui était avec nous en plateau, analyste chez Bryan Garnier pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette édition, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.